Ma famille vivait de l'héritage de mon grand-père, mais quand ils n'ont plus eu d'argent, ils sont venus me demander le mien que j'avais gagné par un travail acharné et des efforts. Je n'aurais jamais pensé que le son de la terre frappant un cercueil en acajou puisse résonner si différemment pour deux groupes de personnes qui partagent le même sang. Pour moi, le son était un point final, une conclusion douloureuse à la vie du seul homme qui m'avait vraiment appris ce que signifiait l'honneur. Mon grand-père Arturo, pour le reste de ma famille, mes parents Brolio et Angela, mon frère aîné Oscar et ma sœur cadette Camilla. Ce son n'était pas celui du deuil, c'était le son d'une caisse enregistreuse qui s'ouvrait. C'était le son de la liberté financière absolue, ou du moins c'est ce qu'ils croyaient. Cette histoire ne raconte pas comment je suis devenu millionnaire du jour au lendemain ni des vengeances cinématographiques. C'est la chronique lente et douloureuse de la façon dont l'argent facile corrompt l'âme et comment parfois être l'exclu est la seule façon de se sauver. Je m'appelle Damian. J'ai 34 ans et au cours de la dernière décennie et demie j'ai été la risée de mon propre sang. Mais pour comprendre pourquoi ma famille me regarde maintenant avec des yeux de chien affamé, nous devons revenir au jour où la fortune des Aguilar, un nom de famille que mon père portait comme s'il appartenait à la royauté européenne, a changé pour toujours. Arturo était un homme qui s'était fait lui-même. Il a bâti un empire de la logistique à partir de rien, déplaçant des camions sur tout le continent quand personne ne pariait sur le commerce interétatique. Il était dur, aux mains calleuses et au regard sévère, mais juste. J'étais le seul petit-fils qui passait les étés dans les entrepôts, non pas à jouer, mais à apprendre à faire des inventaires, à comprendre la valeur de la sueur. Mes frères, Oscar et Camilla, passaient ces mois dans des camps d'été en Suisse ou à bronzer sur des plages privées. Quand mon grand-père est mort, il a laissé un héritage liquide d'environ 40 millions de dollars, en plus de propriétés et d'actions. Une somme astronomique. Une somme qui, si elle est gérée intelligemment, assure la vie de 3 générations. Si elle est gérée comme l'a fait ma famille, c'est une bombe à retardement. La lecture du testament a été le premier acte de cette tragédie grecque. Nous étions dans le bureau du notaire, une pièce lambrissée de bois sombre qui sentait la cire et l'argent ancien. Mon père Brolio pouvait à peine tenir en place sur sa chaise. Il ajustait sa cravate en soie italienne toutes les 30 secondes. Ma mère, Angela, regardait déjà des catalogues de maisons sur la Côte d'Azur, ignorant complètement la solennité du moment. L'avocat, un homme âgé et méticuleux nommé Monsieur Valdès, s'est éclairci la gorge. À mon fils Brolio, a-t-il commencé, je laisse la majeure partie des actifs liquides et des biens immobiliers dans l'espoir qu'il honorera ma mémoire en les maintenant productifs. Il y a eu un soupir collectif de soulagement. Mon père a souri, un sourire de prédateur qui n'atteignait pas ses yeux. Il dépensait déjà l'argent dans sa tête. À mes petits-enfants, Oscar et Camilla, a continué Valdès, je laisse des fiducies à accès direct pour la somme de 5 millions de dollars chacun. Oscar, qui avait alors 22 ans et venait d'être renvoyé de sa 3e université privée, a laissé échapper un rire nerveux et a frappé son poing dans les airs. Camilla, à 19 ans et avec de vagues aspirations à devenir actrice ou mannequin, a simplement sorti son téléphone, probablement pour mettre à jour son statut sur un réseau social. Et à mon petit-fils Damian, a dit l'avocat, en marquant une pause qui a glacé le sang dans la pièce. Je lui laisse la somme de 200 000 dollars et ma montre de poche. De plus je lui laisse la lettre qui se trouve dans cette enveloppe scellée. Le silence a été absolu. Puis, le rire. Ce n'était pas un rire aimable, c'était un éclat de rire incrédule et cruel qui a jailli de la gorge de mon frère Oscar. 200 000, c'est moquer mon père en me regardant avec un mélange de pitié et de mépris. Eh bien, mon fils, je suppose que grand-père savait que tu n'avais pas besoin de beaucoup pour ton style de vie. Simple. Ma mère m'a touché le bras avec cette condescendance qui m'a toujours fait me sentir petit. Ne t'inquiète pas, chérie. Nous nous assurons qu'il ne te manque rien d'essentiel. Tu pourras toujours venir dîner à la maison. J'ai pris l'enveloppe et la montre. Je n'ai rien dit. Ce soir-là, quand j'ai ouvert la lettre dans mon petit appartement en location, j'ai compris. La note de mon grand-père était brève. Damian, tu es le seul qui sait construire. Eux ne savent que consommer. Cet argent est une semence, pas une récolte. Utilise-le bien. Ne les laisse pas t'entraîner dans l'abîme quand ils tomberont et crois-moi ils tomberont. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Ces 200 000 dollars ne seraient pas touchés pour des luxes. J'ai payé mes dettes d'étudiant, j'ai terminé ma maîtrise en génie civil et j'ai utilisé le reste comme capital de départ pour une petite entreprise de construction spécialisée dans la rénovation durable. Pendant ce temps, le carnaval des excès a commencé.
La première année après la mort de grand-père a été un spectacle obscène. Mes parents ont vendu la maison familiale, la maison où j'ai grandi parce qu'elle leur semblait démodée, et ont acheté un manoir moderne en verre et en acier dans le quartier le plus exclusif de la ville. Elle a coûté plusieurs millions de dollars. Puis sont venues les rénovations parce que ma mère n'aimait pas le marbre italien d'origine et en voulait un importé d'une carrière spécifique en Grèce. Oscar s'est acheté une supercar rouge vif le lendemain de la réception de son virement. Il l'a démolie 2 mois plus tard contre un poteau électrique en état d'ébriété. La conséquence, papa a usé de son influence pour qu'il n'y ait pas d'accusation et Oscar s'est acheté une autre voiture, cette fois bleue et plus chère. Le lendemain, Camilla a déménagé à New York. Elle a loué un Pantouse qui coûtait 15 000 $ par mois et s'est consacrée à produire sa propre carrière artistique, qui consistait essentiellement à organiser des fêtes pour des gens célèbres qui buvaient son champagne et se moquaient d'elle dans son dos. Moi, de mon côté, je travaillais 14 heures par jour. Mes mains, autrefois douces à cause des études, ont commencé à ressembler à celles de mon grand-père. J'avais de la poussière de plâtre sous les ongles et des cernes permanents. Les dîners de famille, obligatoires le premier dimanche de chaque mois, sont devenus ma torture personnelle. Je me souviens d'un en particulier, 2 ans après la mort de grand-père. Nous étions dans la salle à manger du nouveau manoir, assis sur des chaises qui coûtaient plus cher que ma fourgonnette de travail. Des serveurs en gants blancs nous servaient. « Eh bien, Damian » a demandé mon père en agitant son verre de vin rouge à 1 000 $ la bouteille. « Comment va ton petit projet de réparation ? As-tu déjà appris à embaucher des gens pour se salir les mains à ta place ? » « Ça va bien, papa » ai-je répondu en coupant mon filet. « Nous soumissionnons pour rénover une école dans le district sud. C'est un gros contrat. » Oscar a éclaté de rire, crachant presque sa nourriture. « Une école. Pour l'amour de Dieu, Damian, je viens d'investir un demi-million de dollars dans une start-up de NFT de quelques amis. Nous allons tripler ça en 3 mois. Ça, c'est faire des affaires. Ce que tu fais, c'est du bricolage. C'est un travail honnête, Oscar, ai-je dit en essayant de garder mon calme. C'est un travail de pauvre, est intervenue ma mère avec cette voix douce qui cachait du venin. Damian, chéri, nous avons tellement d'argent. Je ne comprends pas cette obsession que tu as de jouer à l'ouvrier. Tu nous fais honte. Les gens demandent pourquoi le fils de Braulio Aguilar se promène avec des bottes de sécurité pleines de boue. C'est embarrassant. Ce qui est embarrassant, c'est de ne pas connaître la valeur des choses, ai-je répliqué. La table est devenue silencieuse. Mon père a frappé la table avec la paume de sa main. N'ose pas nous donner des leçons, a-t-il hurlé. Tu vis des miettes que ton grand-père t'a laissées parce qu'il savait que tu ne méritais pas plus. Nous vivons comme des rois parce que nous sommes des gagnants. Si tu veux continuer à jouer à la dinette et à manger des sandwichs dans ta camionnette, fais-le. Mais n'apporte pas ta médiocrité à cette table. Je me suis levé, j'ai laissé ma serviette sur la table. Vous avez raison, je n'ai pas ma place ici. Ce fut le dernier dîner de famille auquel j'ai assisté en 3 ans. Pendant ce temps, j'ai rencontré Liliana. Liliana était architecte, brillante, pragmatique et venait d'une famille de classe moyenne qui valorisait l'effort. Nous nous sommes rencontrés sur un chantier. Elle portait un casque jaune et se disputait avec un entrepreneur sur l'intégrité structurelle d'une poutre. Je suis tombé amoureux instantanément. Quand je lui ai parlé de ma famille, elle n'a pas été impressionnée par l'argent, elle a été horrifiée par l'attitude. L'argent est un outil. Damian m'a-t-elle dit un soir alors que nous examinions des plans sur la table de notre cuisine. Si tu l'utilises pour construire, c'est merveilleux. Si tu l'utilises pour masquer tes insécurités, c'est une drogue. Nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie simple. Mes parents y ont assisté, mais ce fut un désastre. Ma mère est arrivée vêtue d'une couleur crème si pâle qu'elle semblait blanche, essayant d'éclipser la mariée. Elle s'est plainte à voix haute que le vin n'était pas de la bonne qualité et que l'endroit, un magnifique jardin botanique, était plein d'insectes. Mon père a essayé de me donner un chèque géant devant tous les invités pendant le toast. Un chèque de 50 000 $ pour que tu emmènes ta femme dans un endroit décent et non dans un motel, a-t-il dit au micro, riant comme si c'était la blague du siècle. J'ai pris le micro, je l'ai remercié poliment et je lui ai dit que nous donnerions l'intégralité du chèque à une fondation pour l'éducation des enfants en son nom. Le visage de mon père s'est transformé en un masque de fureur rouge. Ce fut le moment le plus satisfaisant de ma vie jusqu'alors, mais la véritable chute a commencé environ 5 ans après la mort de grand-père. Les premiers signes furent subtils,
mais évident pour quelqu'un qui s'y connaît en finance. Le marché immobilier a connu une correction, rien de catastrophique pour quelqu'un qui est diversifié, mais mes parents ne l'étaient pas. Ils avaient acheté des propriétés de luxe spéculatives qui valaient maintenant 30% de moins, mais les hypothèques restaient les mêmes. De plus, le style de vie coûtait cher. L'entretien du manoir coûtait 30 000 $ par mois entre les impôts, l'entretien et le personnel. Les voyages, les vêtements, les voitures. Le flux de trésorerie a commencé à se tarir. Oscar avait investi, perdu presque tout son fonds fiduciaire dans des schémas pyramidaux, des crypto-monnaies douteuses et des paris. Camilla était revenue de New York parce que selon elle, la ville avait une mauvaise ambiance, mais la réalité était qu'elle ne pouvait plus payer le loyer et avait accumulé d'énormes dettes de cartes de crédit. J'ai reçu le premier appel de ma mère un mardi après-midi. J'étais dans mon bureau, mon entreprise n'était plus petite. Nous avions 50 employés et des contrats gouvernementaux stables. Nous vivions bien dans une maison confortable et payée, avec des économies solides et sans dette. Damian, chéri, sa voix semblait tendue, inhabituellement aiguë. Comment vas-tu? Comment va cette femme à toi? Liliana, ça va bien, maman? Qu'est-ce qui se passe? Rien, rien d'important, juste un petit contretemps de liquidité. Tu sais comment sont les banques, si bureaucratiques. Ton père doit faire un virement urgent pour un investissement incroyable à Dubaï, mais nos fonds sont temporairement immobilisés dans d'autres actifs. Je savais que c'était un mensonge. Il n'y avait pas de fonds immobilisés, il y avait des comptes vides. De combien avez-vous besoin, ai-je demandé juste par curiosité. Oh, c'est une bêtise. 50 000 $. Nous te les rendrons la semaine prochaine. Avec des intérêts, bien sûr, 50 000 $. La même somme avec laquelle mon père a essayé de m'humilier à mon mariage. L'ironie était délicieuse et amère. Je n'ai pas cette somme disponible pour prêter, maman, ai-je menti. J'avais 10 fois ça sur un compte d'épargne liquide, mais je savais que leur prêter de l'argent, c'était le jeter dans un trou noir. Ne mens pas, a-t-elle explosé en perdant son sang-froid. Nous savons que tu réussis bien. Nous avons vu tes panneaux sur les chantiers de la ville. C'est ton père, Damian. C'est pour la famille. La dernière fois que j'ai vu papa, il a dit que mon argent était médiocre. Je ne veux pas l'insulter avec ma médiocrité. Maman, j'ai raccroché. Liliana m'a serré dans ses bras cette nuit-là et m'a dit, prépare-toi. Ce n'est que le début. Quand le navire coule, les rats ne se contentent pas de nager, ils essaient de grimper sur tout ce qui flotte. Elle avait raison. Au cours des 2 années suivantes, la décadence s'est accélérée. Broglio, mon père, dans une tentative désespérée de retrouver son statut, a hypothéqué le manoir pour investir dans un projet de développement touristique dans la jungle qui s'est avéré être une arnaque. Il a perdu 4 millions de $ d'un coup. La banque a saisi l'hypothèque. Ils ont dû vendre les voitures. J'ai vu avec un étrange sentiment de détachement, comment la Ferrari de mon père et la Porsche d'Oscar étaient vendues aux enchères en ligne. Ils ont déménagé dans une maison en location, beaucoup plus petite, mais toujours au-dessus de leurs moyens, essayant de maintenir les apparences. Oscar, à presque 30 ans, n'avait pas travaillé un seul jour de sa vie. Il a emménagé avec eux. Camilla aussi. Ils étaient 4 adultes habitués au luxe, vivant sous le même toit, sans revenus et voyant comment l'héritage de 40 millions de $ s'était évaporé en moins d'une décennie. Je continuais ma vie. Liliana et moi avons eu notre premier fils, Daniel. Je ne les ai pas invités au baptême. Je ne voulais pas de cette énergie près de mon fils. Ils ont envoyé une carte, non pas de félicitations, mais une note passive-agressive de ma mère, disant « Quel dommage que mon petit-fils ne connaisse pas ses grands-parents à cause de la rancune de son père. » La crise finale est arrivée il y a 3 mois et elle a été brutale. J'étais en réunion avec des investisseurs pour un nouveau complexe de logements écologiques quand ma secrétaire est entrée, pâle. « Monsieur Aguilar, il y a une situation à la réception. Votre famille est là » il crie. Je suis sorti dans le hall. Ils étaient là. Ils ressemblaient à des fantômes de ce qu'ils avaient été. Mon père, qui portait toujours des costumes sur mesure, portait une chemise froissée et un pantalon trop grand pour lui. Il avait beaucoup maigri. Ma mère avait l'air hagard, sans son maquillage professionnel, avec les cheveux teints à la maison. Oscar et Camilla ressemblaient à des adolescents dans des corps d'adultes, regardant le sol avec un mélange de honte et de défi. « Que faites-vous ici » ai-je demandé en gardant une voix basse mais ferme.
Mes employés regardaient discrètement depuis leur bureau. On nous a mis à la porte, a dit mon père. Sa voix n'avait pas l'arrogance d'avant, mais elle avait un ton exigeant. Le propriétaire, ce misérable nous a mis à la rue ce matin pour 2 mois de retard. Nous n'avons nulle part où aller. J'ai regardé autour de moi. C'était mon entreprise, ma réussite. Je n'allais pas permettre qu'ils amènent leur chaos ici. Allons dans la salle de conférence, ai-je dit. Une fois à l'intérieur, j'ai fermé la porte en verre dépoli. Expliquez-moi, ai-je dit. Bien que je connaissais déjà l'histoire. C'est fini, Damian. A dit Oscar en levant les yeux. Il avait les yeux rouges, probablement d'avoir pleuré ou de quelque chose de pire. Il ne reste plus rien. Les comptes sont à 0. Les cartes sont annulées. Papa doit de l'argent à des gens dangereux. 40 millions de dollars, ai-je demandé en sentant un nœud dans mon estomac. Vous avez dépensé 40 millions de dollars en 15 ans. La vie est chère, a crié ma mère sur la défensive. Tu n'as aucune idée de ce que coûte le maintien de notre statut. Toi et ta vie ennuyeuse et bon marché, vous ne comprenez pas. Ma vie bon marché est la raison pour laquelle je ne suis pas à la rue, ai-je répliqué. Que voulez-vous de moi? Nous avons besoin de 30 000 dollars tout de suite pour trouver une nouvelle location et payer quelques urgences, a dit mon père. Et nous avons besoin d'une mensualité. 5 000 dollars par tête jusqu'à ce que nous nous remettions sur pied. C'est juste. Tu es notre fils. C'est ton devoir. Je les ai regardés. Ils le croyaient vraiment. Ils croyaient qu'ils avaient droit à mon travail, à mes efforts. Après des années à me cracher au visage. Non, je ne vais pas vous donner d'argent, ni 30 000, ni 5 000, ni un centime. Tu es un monstre, a hurlé Camilla, qui était restée silencieuse jusqu'alors. Nous avons faim. Nous avons dormi dans un motel miteux la nuit dernière. Tu as tout ça, a-t-elle dit en désignant le bureau moderne autour d'elle. Tu es un égoïste. Je suis conséquent, ai-je dit en me levant. Je vous ai offert de l'aide il y a des années. Je vous ai offert du travail. Tu te souviens, Oscar? Quand tu avais 25 ans, je t'ai dit que tu pouvais venir t'occuper de la comptabilité du chantier. Que m'as-tu dit? Que tu ne travaillais pas pour le garçon de course. Camilla, je t'ai proposé de te payer un cours de design d'intérieur. Tu t'es moqué de moi. Les choses ont changé, a supplié mon père en changeant de tactique, passant de l'exigence à la supplication pathétique. Damian, s'il te plaît, nous sommes de ton sang. Ton grand-père voudrait que tu nous aides. Mon grand-père, ai-je dit en sortant la vieille montre de poche que je portais toujours sur moi, m'a laissé une lettre. Il m'a dit que vous tomberiez et il m'a dit explicitement de ne pas me laisser entraîner dans l'abîme avec vous. Vous aider maintenant, ce n'est pas de l'amour, c'est entretenir votre maladie. Si je vous donne de l'argent aujourd'hui, vous reviendrez le mois prochain en demandant le double et vous n'arrêterez jamais jusqu'à ce que je sois aussi fauché que vous. Ma mère a commencé à pleurer, des pleurs forts et théâtraux. Comment peux-tu laisser ta mère vivre dans la rue? Vous ne vivrez pas dans la rue, ai-je dit en sortant une carte de ma poche. J'ai un contact dans un foyer de transition. C'est propre, sûr et ils vous aideront à trouver des emplois de base. Vous pouvez repartir de zéro, comme l'a fait grand-père, comme je l'ai fait moi. Mon père a regardé la carte comme si c'était un matériau radioactif, il me l'a jeté au visage. Je ne vais pas aller dans un foyer de déchus. Je suis Braulio Aguilar. Alors, je ne sais pas quoi te dire, Braulio, ai-je dit en utilisant son prénom pour la première fois, parce que l'argent de l'héritage est épuisé et la banque de Damian Aguilar est fermée en permanence pour vous. Je suis sorti de la salle de conférence, j'ai dit à la sécurité de les escorter hors du bâtiment. Pendant qu'on les emmenait, j'ai entendu les insultes de mon frère et les cris de ma mère. Ils m'ont traité de traître, de voleur, ironiquement, de mauvais fils. Je me suis approché de la fenêtre de mon bureau et je les ai vus sortir sur le trottoir. Ils sont restés là, debout sous le soleil de midi, 4 silhouettes vêtues de vêtements de marcusés regardant autour d'eux comme s'ils s'attendaient à ce qu'une limousine apparaisse comme par magie pour les sauver. Mais rien n'est apparu, seulement le trafic de la ville, indifférent à leur tragédie auto-infligée. Ce jour-là, je suis rentré tôt à la maison. J'ai serré Liliana dans mes bras et j'ai joué avec Daniel dans le jardin. Nous avons mangé des pâtes faites maison et avons parlé de nos projets pour le week-end. Il n'y avait pas de luxe excessif, pas de voyage à Dubaï, mais il y avait la paix, il y avait la sécurité. Et pour la première fois de ma vie,
j'ai senti que j'avais vraiment honoré la mémoire de mon grand-père. Ils ont choisi d'être des cigales chantant et dansant pendant que l'été durait éternellement dans leur esprit. J'ai choisi d'être la fourmi et maintenant que l'hiver était arrivé, j'avais le feu allumé et la porte était fermée pour ceux qui n'apportaient que le froid. L'histoire ne s'arrête pas là, bien sûr, parce que le désespoir pousse les gens à faire des choses folles. Et ma famille avait encore un dernier acte de folie préparé pour moi. Mais c'est une histoire pour une autre fois, quand la douleur de les voir tomber aura un peu plus diminué. Pour l'instant, je sais seulement que le meilleur héritage que je puisse laisser à mon fils n'est pas un compte en banque avec des millions, mais la leçon que rien n'est gratuit et que la dignité ne s'achète pas, elle se construit. Je pensais que les voir sortir de mon immeuble escortés par la sécurité serait la fin. J'ai naïvement cru que le choc de la réalité d'être rejeté par le frère perdant les obligerait à se regarder dans le miroir et à accepter ce contact au foyer que je leur avais offert. Mais j'ai profondément sous-estimé deux choses, la capacité de déni de ma famille et la fureur d'une personne narcissique quand elle se sent acculée. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'incident dans mon bureau. Liliana et moi avions renforcé la sécurité à la maison, installant des caméras et changeant les serrures. Une mesure qui m'a semblé paranoïaque au début, mais que Liliana a insisté pour prendre. Les gens désespérés sont dangereux, Damian, m'a-t-elle dit en couchant Daniel. Et ils ne sont pas seulement désespérés pour l'argent, ils sont désespérés pour maintenir un mensonge. Tu es la preuve vivante de leur échec. Ils ne pardonnent pas ça. Elle avait raison. Le harcèlement a commencé de manière numérique. D'abord, ce furent de longs messages erratiques de Camilla à 3 heures du matin. Il passait de la supplication. Damian, s'il te plaît, j'ai froid. J'ai juste besoin de 5 cents $ à l'agression pure. J'espère que tu mourras avec tout ton argent. Maudit avare. J'ai bloqué leur numéro. Mais ils se procuraient des téléphones prépayés et continuaient d'appeler. Puis la campagne de dénigrement. Oscar a commencé à publier sur les réseaux sociaux des histoires inventées sur moi. Il disait que j'avais volé de l'argent à grand-père avant sa mort, que j'avais falsifié le testament, que mon entreprise blanchissait de l'argent. C'étaient des mensonges absurdes et faciles à démentir, mais le préjudice émotionnel était réel. Voir son propre frère inventer des crimes pour détruire votre réputation parce que vous ne financez pas ses vices est une blessure qui ne cicatrise pas facilement. Mais le vrai drame a éclaté un samedi soir. Nous dînions avec des amis, un couple d'architectes avec qui nous travaillions souvent. L'ambiance était détendue, bonne nourriture, rire. Vin modéré. Soudain, nous avons entendu un fracas dehors. Ce n'était pas un coup à la porte, c'était le bruit de métal contre métal, suivi de bris de verre. J'ai couru à la fenêtre du salon. À l'entrée de ma maison, une vieille voiture cabossée, que j'ai vaguement reconnue comme celle qu'ils avaient achetée après avoir vendu les voitures de sport, s'était écrasée contre mon portail puis contre la voiture de Liliana garée dans l'allée. Je suis sorti en courant, le cœur dans la gorge, craignant qu'il ne soit blessé. Mais quand je suis arrivé à la voiture, ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Du siège du conducteur est sorti Oscar en titubant avec une bouteille d'alcool bon marché à la main. Du siège passager est descendu mon père Broglio avec une barre de fer. Ma mère et Camilla sont sortis de l'arrière en hurlant comme des possédés. « Sors de là, lâche !» criait mon père en frappant avec la barre de fer la boîte aux lettres de ma maison jusqu'à l'arracher. « C'est notre argent, c'est notre maison. » « Appelez la police !» ai-je crié à Liliana, qui était sur le seuil de la porte, pâle, serrant Daniel dans ses bras pour qu'il ne voie pas la scène. Oscar m'a vu et s'est jeté sur moi. Il était ivre. Ses mouvements étaient maladroits, mais il avait la force de la rage. Il m'a poussé en essayant de me frapper. « Tu nous as volé notre vie » balbutiait-il. « C'est nous qui devrions vivre ici. Tu es le serviteur, pas le seigneur. » Je l'ai esquivé facilement et il est tombé sur la pelouse en sanglotant pathétiquement. Je n'ai pas eu peur de lui. J'ai ressenti une pitié profonde et dégoûtante. Mon père, cependant, était une autre histoire. Il s'est avancé vers moi avec la barre. « Donne-moi les clés, Damian. Donne-moi les cartes. Nous allons entrer et nous allons prendre ce qui nous revient de droit de sang. »« Papa, baisse ça » ai-je dit en levant les mains. « Tu es en train de commettre une erreur dont tu ne pourras pas te sortir. La police est en route. »« Je m'en fous. » La police a-t-il crié et il a lancé un coup contre ma jambe. La douleur était vive, mais l'adrénaline l'a masquée. J'ai réussi à lui arracher la barre et à le pousser. Il est tombé assis en haletant, un vieil homme vaincu jouant au gangster.
Ma mère s'est jetée sur lui, non pas pour l'aider, mais pour me crier dessus. Tu as frappé ton père. Sois maudit. Dieu va te punir. La scène était grotesque. Mes voisins étaient sortis sur leur porche. Les lumières des maisons voisines s'allumaient. Nous étions le spectacle du quartier, la famille Aguilar, l'ancienne élite, réduite à une bagarre de rue d'ivrogne dans le jardin du fils répudié. Les sirènes de la police ont fendu l'air quelques minutes plus tard. 3 voitures de patrouille sont arrivées en dérapant. Voir mon père se faire menotter contre le capot d'une voiture de patrouille fut une image que je n'oublierai jamais. Il n'a pas lutté. Soudain, toute son énergie l'avait quitté. Il ressemblait à une poupée de chiffon. Oscar a vomi sur la pelouse pendant qu'un officier le tenait. Ma mère et Camilla pleuraient hystériquement en essayant d'expliquer à un policier que tout était un malentendu, que j'étais le méchant, que je leur devais tout. L'officier s'est approché de moi, il me connaissait. Nous avions travaillé sur la rénovation du commissariat local l'année précédente. Monsieur Aguilar, voulez-vous porter plainte? J'ai regardé ma famille. Mon père vaincu. Ma mère, un masque de mascara coulant et de haine. Mon frère inconscient à cause de l'alcool. Ma sœur tremblant de froid et de peur, si je ne portais pas plainte, il reviendrait. Je le savais. Leur sentiment de droit était trop grand, leur désespoir trop profond. Si je les laissais partir, la prochaine fois ce ne serait pas une voiture cabossée ou un coup sur la jambe. Ce serait un incendie. Ce serait du mal fait à Liliana ou à Daniel. Oui, ai-je dit d'une voix brisée. Effraction, agression, dommage à la propriété et conduite sous l'influence de l'alcool. Je veux une ordonnance restrictive permanente contre tous. Le regard que ma mère m'a lancé quand elle m'a entendu était celui de quelqu'un qui voit le diable. Tu n'as pas de cœur, a-t-elle hurlé pendant qu'on la mettait dans la voiture. Tu n'es plus mon fils. J'ai cessé de l'être il y a longtemps, maman, ai-je murmuré pour moi-même, depuis le moment où mon compte en banque est devenu plus important pour toi que ma vie. La nuit s'est terminée au commissariat à faire des dépositions. Liliana a été un soutien. Elle m'a tenu la main tout le temps, me rappelant que je n'étais pas le coupable, que j'étais la victime. Les mois suivants ont été un enfer juridique. J'ai dépensé une petite fortune en avocat pour m'assurer que l'ordonnance restrictive était blindée. Mon père et Oscar ont passé un certain temps en prison préventive avant qu'un avocat commis d'office ne réussisse à leur obtenir une libération conditionnelle. Ils ont perdu toute trace de dignité. L'histoire est parue dans les journaux locaux. La chute de la dynastie Aguilar, du manoir à la cellule. La honte publique a été le dernier clou dans le cercueil de leur fierté. Qu'est-il advenu d'eux? La réalité, loin des films écrus et grises. Broglio, mon père. Il vit maintenant dans un petit appartement subventionné par l'État pour les personnes âgées sans ressources. Il vit de la sécurité sociale minimale. Parfois je le vois de loin quand je passe par ce quartier de la ville. Il marche courbé en regardant le sol. Il ne porte plus de costume. Angela, ma mère a fini par travailler. Oui, travailler. Elle a trouvé un emploi de réceptionniste dans une clinique dentaire grâce à une vieille amie qui a eu pitié d'elle. On m'a dit qu'elle est amère, qu'elle traite mal les patients et qu'elle passe ses journées à parler de son passé glorieux et de la façon dont son fils ingrat lui a tout volé. Elle vit dans un petit studio avec Camilla. Camilla n'a jamais mûri. Elle essaie toujours d'être une influenceuse, mais maintenant son contenu est triste. Elle vend des produits sur Instagram et publie des photos avec des filtres excessifs pour cacher la réalité de son environnement. Je sais qu'elle a essayé de contacter Liliana plusieurs fois pour demander de l'argent en cachette de sa mère, mais Liliana ne répond jamais. Oscar a été le cas le plus triste après la prison. Il a disparu pendant un certain temps. J'ai su par un ancien ami commun qu'il travaille comme mécanicien dans un garage en banlieue. Le garçon qui démolissait des Porsche et se moquait de mes mains sales vit maintenant avec de la graisse sous les ongles en permanence pour pouvoir manger. L'ironie est si lourde qu'on a presque du mal à respirer. Et moi, mon entreprise continue de croître. Je ne suis pas un magnate mondial, mais je suis riche. J'ai assez pour que Daniel ne manque de rien, pour qu'il aille dans de bonnes écoles pour voyager avec Liliana. Mais le plus important est que l'argent ne nous définit pas. Chez nous, on parle d'idées, de projets, de livres. On ne parle pas de marque, ni de statut, ni de combien coûte la voiture du voisin. Parfois, quand je suis seul dans mon bureau, je regarde la montre de poche de grand-père. Elle fonctionne toujours. Tic-tac, constante et fiable.
Je l'ouvre et je relis la lettre que je garde maintenant dans un coffre-fort. Il avait raison. Ils sont tombés et le bruit de leur chute a été assourdissant. J'ai dû suivre une thérapie pour gérer la culpabilité, parce que même si rationnellement je sais que j'ai fait ce qu'il fallait, il y a une partie de mon cerveau qui me crie que j'ai abandonné ma famille. Mon thérapeute me dit que je n'ai pas abandonné ma famille, mais que je me suis échappé d'une secte, une secte de l'argent facile et de l'apparence. Il y a une semaine, j'ai reçu une lettre. Il n'y avait pas d'expéditeur, mais j'ai reconnu l'écriture tremblante de mon père. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Je l'ai laissée sur mon bureau pendant 3 jours. Finalement, un soir je l'ai ouverte. Elle disait simplement, « Fils, il fait froid ici et la nourriture est mauvaise, mais hier j'ai vu un bâtiment que ton entreprise a construit dans le centre. Il est solide. Il est bien fait. Ton grand-père serait fier. Moi je ne sais pas comment l'être. Je n'ai jamais appris. Mais je suppose que tu as gagné. » Il n'y avait pas de demande d'argent, pas d'insulte, juste un aveu sec et tardif de la réalité. J'ai pleuré. J'ai pleuré pour le père que je n'ai jamais eu et pour l'homme pathétique qu'il est devenu. J'ai pleuré pour la famille que nous aurions pu être si l'argent ne les avait pas empoisonnés. Puis j'ai séché mes larmes, j'ai rangé la lettre avec celle de grand-père et je suis monté dans la chambre. Liliana lisait. Daniel dormait dans son berceau. Je me suis glissé dans le lit, j'ai serré ma femme dans mes bras et j'ai éteint la lumière. Demain je dois travailler. J'ai une réunion à 7 heures. Il y a beaucoup à construire et l'avenir ne se paie pas tout seul.